Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu sauras comment calculer avec précision le budget dont tu disposes pour devenir propriétaire. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Internet sur la question de devenir propriétaire. Et si tu suis cette vidéo jusqu'au bout, en fait, tu sauras comment calculer avec précision ton budget pour devenir propriétaire. Alors, si tu découvres ma chaîne, cette chaîne a pour vocation d'accompagner les acquéreurs immobiliers dans leurs différentes démarches. Tu y trouveras des conseils sur le financement, qui est l'une de mes spécialités, mais aussi surtout dans toutes les démarches qui concernent la construction de maisons. Sur la partie rénovation, je trouve qu'il y a beaucoup de choses de qualité qui sont déjà disponibles. Par contre, sur la partie construction, il y a encore un gros flou sur ce qu'il faut faire et surtout comment éviter de tomber dans les pièges de la construction de maison. Donc, si tu cherches vraiment un endroit où tu vas pouvoir avoir des conseils sur les arnaques à éviter dans l'immobilier, comment obtenir son prêt bancaire et comment réussir la construction de sa maison, eh bien, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, activer la cloche de notification pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Maintenant que c'est dit, on est parti, nous pouvons attaquer le sujet du jour. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu sauras comment calculer avec précision ton budget d'acquisition. Il y a beaucoup de choses que tu liras sur Internet ou que tu regarderas même sur YouTube où on te parle de la règle des 33%. Dans cette vidéo, je démontre pourquoi c'est faux. Tu es prêt? Allez, nous sommes partis. Maintenant, pour vous le démontrer, prenons un cas concret, comme ça nous avons des chiffres, et vous savez très bien que les chiffres ne peuvent pas mentir. Ce cas, je l'ai pris car il est vraiment représentatif de la vraie vie. C'est-à-dire que la vie, c'est pas bien ou mal, noir ou blanc. Ça peut être pas mal de subtilités, et notamment quand on parle d'emprunt bancaire, les choses deviennent beaucoup plus fines que ce qu'on veut bien vous laisser croire. Il faut savoir que quand vous allez voir des professionnels du crédit, que ce soit un banquier ou que ce soit un courtier, en règle générale, ils vont pas vous dire dans un premier rendez-vous, en fait, ça va pas être possible. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous donner un petit peu d'espoir. Ils vont prendre votre dossier, comme ça vous rentrez dans une base de prospects. Cependant, une fois que vous avez fourni tous les justificatifs, ce dont vous allez vous apercevoir, c'est que vous allez vous retrouver parfois dans la situation où on vous a dit oui au départ et on finit par vous dire non. Ou alors on vous avait donné un budget initial et vous vous retrouvez à emprunter pour un montant légèrement en dessous de ce budget-là ou pile poil ce budget-là, mais on vous dit non quand même. Et la réponse qu'on vous donne, c'est on peut vous suivre, mais à beaucoup moins. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir des professionnels du crédit, que ce soit un courtier ou une banque, leur boulot, ça va être de vous attirer. Et donc, c'est très rare que quelqu'un vous dise de prime abord, ça ne va pas être possible. Si vous voulez vraiment avoir des projets qui, dès le départ, sont réalistes pour éviter des désillusions, eh bien, vous devez comprendre comment ça marche. Ça tombe bien, c'est le but de cette vidéo. Dans notre cas pratique, Bérangère et Thomas ont les revenus suivants. Thomas gagne 2 000 € net par mois en fixe et 3 000 € net par an en part variable. Il est en CDI depuis 1 an, donc il n'est plus en période d'essai. Bérangère, elle gagne 1 600 € net par mois en fixe, sans prime, et elle est en CDI depuis 10 ans. On se met vraiment dans une configuration où on va dire c'est le contrat de travail qui pose problème. Non, on veut juste regarder le budget que la banque peut accepter ou pas de débloquer. Maintenant, regardons la situation maritale. Ils sont en couple pacsé, ils ont un enfant de 3 mois. Thomas, lui, il est divorcé et a un enfant d'une précédente union qui vit avec sa mère. En matière de dépenses récurrentes, ils ont leur loyer, donc 700 € par mois. Il y a le crédit auto de Thomas, 180 € par mois. Il y a un frigo américain en 10 fois sans frais à 150 € par mois. Il y a la pension alimentaire versée par Thomas à sa précédente
compagne. Et je me rends compte que j'avais même oublié de rajouter les impôts. Donc, on va mettre impôts sur le revenu. Allez, on va mettre, peut-être pas, on va mettre, allez, 140 € pour les deux par mois. La question est, combien est-ce qu'ils peuvent effectivement emprunter? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Si on suit ce qui se dit partout sur la fameuse règle des 33% dont vous avez sans doute entendu parler, leur salaire cumulé est de 3 850 € par mois à deux. Ce qui fait qu'ils ont une mensualité maximale que la banque peut leur prêter de 1 270,5 € par mois, soit un montant global de 303 259,33 €, frais de notaire compris s'ils ne font pas d'apport. On se met vraiment dans la configuration où ils ne veulent pas mettre d'apport. Avec ce budget, c'est leur rêve de maison neuve qui deviendrait une réalité. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, c'est de cette manière-là qu'elles vont raisonner pour pouvoir justement se dire comment est-ce qu'elles orientent leur recherche de biens immobiliers. Eh bien, en allant voir leur banquier avec tous les éléments, en fait, Bérengère et Thomas vont tomber de haut. Pourquoi? Parce que leur prêt immobilier à 303 259,33 €, je peux déjà vous dire, rien qu'en ayant regardé leur situation, qu'ils ne l'auront pas. Et je vous démontre comment ils auraient pu le voir avant d'aller bille en tête dans un projet immobilier qui était surdimensionné par rapport à leur capacité de financement réelle. Comment est-ce que Thomas et Bérengère auraient pu savoir que leur dossier était beaucoup plus fragile que cette règle de 33% le laissait présager? Eh bien, pour ça, il aurait fallu qu'ils aient une aide. Et cette aide-là s'appelle Tom. C'est le simulateur que j'ai créé qui permet vraiment d'analyser vos dossiers bancaires et de faire le filtre comme le ferait un banquier et qui va vous dire la vérité et pas forcément ce que vous voudriez entendre. Vous êtes prêts à découvrir Tom? Allez, je vous le présente tout de suite. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de Tom, eh bien, voici ce que vous avez à l'écran. Vous avez différents menus, mais aujourd'hui, pour analyser le cas de Thomas et Bérengère, eh bien, on va aller dans calculer sa capacité d'emprunt personnalisée, qui est ce menu ici. Donc, on va cliquer là-dessus et on arrive dans un menu, en fait, où Tom va vous demander différentes informations. Pourquoi? Parce que il faut vraiment que votre dossier soit analysé comme le regarderait le banquier. Pas avec une analyse préliminaire, on vous demande vos revenus, on vous demande pas vraiment toute votre situation familiale, pas vraiment toutes vos dépenses, etc. Il faut vraiment avoir Tom pour pouvoir filtrer et savoir vous diriger vers les projets qui sont finançables. Ça ne sert strictement à rien de vous entêter à aller dans des projets que le banquier refusera de financer. Et pour vous montrer comment vous pouvez le savoir, on va remplir ensemble Tom. Volontairement, je n'ai pas présaisi les informations, ainsi vous pourrez voir comment ça marche. Et vous pourrez même le refaire. Donc, on a Bérengère et Thomas. Situation matrimoniale, ils sont pacsés. Nombre d'enfants en charge, on va dire, dans leur prêt immobilier, il y aura un enfant qui sera à charge parce que c'est cet enfant-là qui vit avec ses deux parents. Le deuxième enfant de Thomas, lui, sera compté quand on parlera de la pension alimentaire. Donc pour l'instant, on s'intéresse uniquement au foyer formé par Bérengère, Thomas et leur enfant de 3 mois. Il y a un enfant à charge. À l'heure actuelle, ils sont locataires et ils n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 années précédentes. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Les deux sont en CDI. Vous voyez que vous pouvez rentrer plein d'autres statuts dans Tom. Donc là, pareil, CDI. L'ancienneté, c'est un paramètre dont on ne vous parle jamais dans les études préliminaires, mais qui, au moment de faire la décision, vont avoir un rôle capital. C'est la raison pour laquelle je l'ai intégré dans Tom. Donc, Bérengère, elle a 10 ans d'ancienneté et Thomas, il a
1 an d'ancienneté. Et c'est bien nombre d'années d'ancienneté. Si c'est 6 mois, marquez 0,5, marquez pas 6, sinon vous faussez les calculs. Et s'ils sont au chômage partiel, ça c'est un critère récent du fait du Covid qui est pris en compte dorénavant par les entreprises. C'est-à-dire que les personnes qui sont ou qui ont été longtemps en chômage partiel vont avoir plus de difficultés à convaincre le banquier de leur prêter de l'argent. Est-ce qu'ils ont des avantages en nature? On a pris un cas simple, ils n'en ont pas. Un avantage en nature, ça peut être par exemple une voiture de fonction. Tout le monde sait que par exemple, une voiture, c'est un gouffre financier tous les mois et que si vous n'avez pas de voiture et que c'est pris en charge par votre entreprise, eh bien c'est plutôt un excellent point. Quel est leur profil? On va dire que c'est agent de maîtrise du privé pour Bérengère et cadre du public pour Thomas. Mais là, vous pouvez voir qu'il y a plein d'autres statuts comme retraité, etc. Salaire mensuel net fixe de Bérengère. Bérengère, elle est marge à 1 600 € par mois. Thomas, lui, il est marge à 2 000 € par mois. Salaire variable, Bérengère n'en a pas. Par contre, Thomas, il a 3 000 € de salaire variable par mois. Première mauvaise surprise pour le couple. Vous avez vu que je laisse ces 3 000 € là ou que je les rajoute, en fait, ça ne change strictement rien dans les revenus considérés par le banquier. La raison, elle est toute simple. C'est parce que Thomas, dans son entreprise, il n'a pas suffisamment d'ancienneté du point de vue du banquier et par conséquent, comme le banquier n'a pas suffisamment de recul sur le montant de sa part variable, eh bien le banquier ne va tout simplement pas la considérer dans les revenus du foyer. Ce qui fait que, par exemple, si Thomas il avait 5 ans d'ancienneté, on va modifier ici, on va mettre 5 ans, vous voyez que ici, le salaire change parce que la part variable est intégrée dans les revenus du foyer. Donc c'est la raison pour laquelle il y a ces petits détails qui vont complètement fausser les calculs. Donc faites très attention avec ça. On considère qu'ils n'ont pas de participation, pas d'intéressement. Alors, Bérengère, elle n'a pas de crédit auto. Thomas, lui, il a 180 € par mois. Crédit à la consommation, ils ont un prêt pour un frigo américain à 150 € par mois. Bon, on peut très bien faire 75, comme on peut faire 0 et 150 ou 150 et 0. In fine, ça ne change rien du tout. D'ailleurs, c'est plutôt ici que j'aurais dû le rentrer. Donc, moi, j'ai décidé de faire 75 et 75. Est-ce qu'ils ont des prêts étudiants en cours? Non. Est-ce qu'ils ont un prêt pour une résidence secondaire? Non. Ça peut être notamment votre cas si vous avez emprunté pour acheter un studio ou que vous étiez propriétaire avant, vous y viviez seul, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez quitté votre habitation et vous l'avez mise en location pour emménager en location avec votre nouveau conjoint. Donc ça vous permet de tenir compte de ce crédit. Maintenant, sur les charges, on a vu qu'ils avaient 700 € par mois de loyer et on a dit qu'ils avaient 140 € d'impôts prélevés à la source. Alors, vous pouvez faire la simulation sur le site des impôts, je ne l'ai pas faite. Je me suis dit au doigt mouillé que ça devrait tourner autour de 140 €. Ne m'en voulez pas. Donc, je remets pareil, 70 et 70. Autre charge récurrente. Donc ici, on va intégrer les 300 € par mois de pension alimentaire que Thomas verse pour son enfant. Donc c'est 300 €. Tenue de compte, allez, on n'en a pas parlé quand j'ai préparé le cas, mais on va dire que, allez, ils épargnent 100 € chacun tous les mois, une fois qu'ils ont tout dépensé, etc. Ils arrivent à mettre sur un livret A ou un PEL, etc. 100 €. Ils n'ont pas été à découvert. Sachez que si vous avez été à découvert dans les 3 mois qui précèdent votre demande de crédit, votre banquier le verra et vous serez sanctionné pour ça. Donc, dans le cas de Bérengère et Thomas, j'ai pris une gestion des comptes en bon père et en bonne mère de famille, mais sachez que par exemple, il y a des choses que le banquier déteste voir sur vos
relevés de compte, notamment les gens qui achètent des crypto-monnaies. Les banques détestent ça pour une raison que j'ignore, mais c'est un fait. Comme dans le cas, j'avais déjà mis à Thomas une pension alimentaire versée, si je rajoutais un montant de découvert sur le compte joint, ça chargeait beaucoup trop le couple et ils allaient avoir juste un endettement ridicule. Donc, pour la démonstration, je ne mets pas de découvert sur le compte joint. On va dire que Bérangère, elle a 8 000 € sur son livret A et que Thomas, il a 9 000 € sur un PEL. Ils n'ont pas d'autre support d'épargne, ils ne veulent pas mettre d'apport et ils auraient besoin, on va rentrer le budget qu'ils avaient imaginé, hein, le budget de 303 259 €. Voilà. Vous remarquez qu'on leur demande ici leur revenu imposable d'il y a 2 ans. Pourquoi d'il y a 2 ans? Parce que en immobilier, il y a certaines aides qui se déclenchent en tenant compte de votre situation familiale et de vos revenus d'il y a 2 ans pour savoir si on vous attribue ou pas une aide. Donc, il y a 2 ans, ils avaient gagné 36 000 € net et si on enlève les 10% de charges considérées par les impôts, ça leur fait 32 400 € net en 2019. Ici, on a fini la partie saisie. On va rentrer dans la phase analyse et vous allez voir la puissance de Tom. Alors, la première chose que Tom va leur demander, c'est quel est leur projet. Est-ce qu'ils veulent acheter un bien ancien avec ou sans travaux? Est-ce qu'ils veulent acheter un bien neuf déjà terminé mais que personne n'a jamais habité ou un bien en cours de construction? C'est ça la fameuse vente en l'état futur d'achèvement, notamment pour les personnes qui veulent acheter des appartements neufs en cours de construction dans des nouvelles résidences, par exemple. Leur projet, on imagine que c'est de faire construire. Donc on va aller là et vous remarquez que Tom va leur demander le code postal de la ville où ils veulent faire leur acquisition. En règle générale, quand vous avez un projet immobilier, vous avez fait une présélection de ville. En tout cas, la plupart font ça. Donc, j'ai zoomé pour que vous puissiez bien voir à l'écran. Maintenant, on imagine qu'ils sont nordistes, donc ils habitent dans le nord de la France. Ils ont sélectionné 4 villes. Ils ont sélectionné la ville avec le code postal 59 420, qui, si Tom marche bien, c'est la ville de Mouveau. Ils ont sélectionné ensuite la ville avec pour code postal. Ensuite, ils ont sélectionné la ville dont le code postal c'est 59 200, qui devrait correspondre à la ville de Tourcoing. Ensuite, ils ont sélectionné la ville dont le code postal est 59 000, ce qui doit correspondre à la ville de Lille. Et enfin, ils ont sélectionné la ville dont le code postal est 59 290 et qui devrait correspondre à la ville de Ouascal. Alors, pourquoi est-ce que Tom demande ça? C'est parce que la ville où vous allez habiter va influencer le fait que vous ayez ou pas des aides. C'est le premier point. Pourquoi est-ce que le code postal est demandé en premier? C'est parce qu'il y a des cas où un même code postal correspond à plusieurs villes. On va prendre un exemple. Si je prends le 31 140, nous sommes en Haute-Garonne, eh bien vous voyez que ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 villes. Ça vous permet, pour les cas où vous avez le même code postal, de sélectionner exactement la ville concernée. Donc, maintenant, vous avez saisi toutes les informations, il est temps de voir ce que ça donne. On est parti. Sur cette vue, je vous présente le tableau d'une manière globale et ensuite on va regarder dans le détail parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. La première chose que vous pouvez remarquer, c'est que ce couple n'a le droit de s'endetter qu'à 30%. La question que vous devez vous poser, c'est mais comment c'est possible? On ne peut s'endetter jusqu'à 33%. Tom ne marche pas. Eh bien si, Tom marche au contraire beaucoup trop bien d'ailleurs, parce qu'il a su détecter quelles sont les charges que le couple a. On va parler notamment des crédits, on va parler notamment de la pension alimentaire
versé par Thomas. C'est tous ces éléments-là qui, mis bout à bout, vont venir impacter la capacité d'endettement du couple. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez remarqué que l'ancienneté de Thomas étant faible, compte tenu du banquier, eh bien, la part variable de son salaire n'a pas été du tout considérée par Tom comme le banquier ne la considérera pas non plus. C'est la raison pour laquelle, au final, ils se retrouvent avec un salaire plus faible que ce qu'ils attendaient s'ils ne s'étaient pas formés. Maintenant, regardons ceci. Vous avez la ville de Mouveau. Est-ce que la ville est éligible, par exemple, à un prêt aidé qu'on appelle le prêt à taux zéro? La réponse est oui, elle est éligible. C'est une ville qui est située en zone B1 et le couple peut avoir au maximum un prêt à taux zéro de 72 467 €. Ce qui fait que par rapport à une ville où ils n'auraient pas eu droit au prêt à taux zéro, en fait, ils ont une augmentation de la capacité d'emprunt de 10 000 € sur 25 ans, ce qui est juste énorme, sachant que pour avoir ces 10 000 € là, ils n'ont rien eu besoin de faire. Maintenant, regardons un peu les chiffres. Sur 25 ans, en fait, le couple, il ne peut emprunter que 191 166 €. Vous vous rendez compte qu'on est vraiment très loin des 300 000 € sur lesquels le couple comptait pour faire son projet immobilier. C'est-à-dire que là, il leur manque plus de 100 000 € de budget pour arriver à leurs 300 000. Donc c'est énorme. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous contenter de survoler les choses. Vous devez vraiment savoir comment ça marche pour éviter des mauvaises surprises. Essayez d'imaginer si vous avez monté votre dossier, vous avez trouvé un terrain, vous avez commencé à travailler avec un constructeur et que vous vous rendez compte en allant déposer le dossier à la banque qu'il vous manque 100 000 €, eh bien vous n'allez pas être bien du tout. Mais alors, pas du tout. C'est la raison pour laquelle vous devez faire le job sérieusement en, par exemple, téléchargeant Tom, en analysant mieux vos finances, etc. Tom, c'est vraiment pour moi le moyen le plus rapide d'avoir accès à cette information-là. Maintenant, regardons la ville de Tourcoing. Vous vous rendez compte que, pareil, la ville de Tourcoing, elle est éligible et le budget, il est le même. Pareil, la ville de Lille, c'est une ville qui est en zone PTZ-A, mais par contre, le budget, il reste le même. La ville de Ouasquehal, c'est pareil. Donc, vu que Ouasquehal est éligible au prêt à taux zéro, je vais vous montrer quel est l'impact si, par exemple, ils ont sélectionné une ville qui n'est pas éligible et vous allez voir l'impact que ça a sur leur capacité d'achat. Donc là, j'ai remplacé par exemple la ville de Ouasquehal par la ville de La Madeleine. La ville de La Madeleine n'est pas éligible au prêt à taux zéro et donc par conséquent, en fait, plutôt que d'avoir, grâce au prêt à taux zéro, une capacité d'achat de 191 166 €, eh bien, ils n'ont plus qu'une capacité d'achat de 181 168 €. Donc, ils ont perdu 10 000 € rien qu'en choisissant la mauvaise ville où réaliser leur projet. Sachez que 10 000 € dans un projet de construction, ça peut être énorme. Ça peut vous faire une très belle cuisine, ça peut vous faire beaucoup de choses. Le tout juste en sélectionnant de manière astucieuse l'endroit. Donc Tom joue vraiment ce rôle de coach et il va vraiment vous accompagner là-dedans. Donc là, le couple sait que plutôt que d'avoir 300 000 € de budget, en fait, leur budget réel en fonction des villes qu'ils vont sélectionner variera entre 181 000 € et 191 000 €. Donc on est très loin des 300 000 € et vous vous rendez compte que le couple, il aurait vraiment eu tort de commencer un projet avec une enveloppe de 300 000 € parce que ce projet n'aurait jamais été validé par le banquier. Et maintenant, un petit bonus parce que Tom, son rôle, c'est pas juste de vous dire combien vous pouvez emprunter, c'est aussi de vous coacher. Un petit bonus, c'est l'analyse de votre dossier grâce au scoring. Je vous zoome, comme ça apparaît beaucoup plus distinctement à l'écran. Donc c'est un dossier qui est somme toute moyen. Le 3,5 sur 5, concrètement, ça veut dire que si le couple reste dans l'endettement
de 181 000 sans PTZ et 191 000 avec PTZ, ils auront leur prêt immobilier. S'ils en sortent à la hausse, ils ne l'auront absolument pas. Et ce qui va plomber ce couple, en fait, c'est leur endettement. Leur endettement, il est beaucoup trop élevé. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils baissent leur endettement. Et c'est ça qui est résumé là par Tom. Donc, vous savez comment fonctionne Tom. Vous avez vu un cas concret, des cas concrets d'utilisation de Tom, je pourrais vous en faire des tonnes. Mais là, vous avez vu comment calculer avec précision le budget dont vous disposez pour votre projet immobilier. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour découvrir quand de nouveaux contenus sont disponibles sur la chaîne et surtout à liker la vidéo pour faire comprendre à l'algorithme de YouTube que c'est une vidéo de qualité et comme ça, il va pouvoir la faire découvrir au maximum de personnes. N'hésite pas non plus à partager la vidéo à ton entourage si jamais il y a une personne qui se trouve dans une situation et tu penses que ça pourrait lui apporter de la valeur. Je te souhaite une très bonne fin de journée et à ton succès.